Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Regard croisé ce soir, nous irons au Nigeria pour parler de la présidentielle. L'opposition rejette les résultats. Au Mali également, Ibeka rencontre Soumaïla Cissé, signe de décrispation. Nous irons également au Vatican chez le pape François, le cardinal pédophile démis de toutes ses fonctions par le pape. Et on reviendra au Togo pour clôturer cette rencontre de ce soir. On parlera bien sûr de l'acte 2 du Conseil des ministres délocalisé à Kanté pour décrypter toutes ces actualités. On a sur le plateau des confrères, à savoir Rodrigue Arrigo, correspondant Togo Radio Canal K Suisse. Rodrigue, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir et bien évidemment à tous ceux qui nous suivent de par le monde, sans oublier les Français, les Anglais, les Suisses, les Belges. Ils sont très nombreux et je ne vais pas oublier les amis du Septentrion, notamment du Grand Dapaon et de Kara. Merci. Également sur le même plateau, Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Basile, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Vous allez bien? Bonsoir, ça fait un bout de temps. Oui, ça fait un bout de temps. Je n'ai pas voulu dévoiler mon ennemi. C'est toi que je ne vois plus parce que la chaîne est encore là. Je suis là. Et donc, je salue également tous les téléspectateurs de New World TV et je viens encore de rencontrer Rodrigue. C'est avec plaisir. Rodrigue. C'est avec plaisir. Oui. Alors, on sera rejoint sur le plateau par Dominique Alizo qui sera là dans un instant à l'autre. Le premier sujet, Nigeria présidentielle, l'opposition rejette des résultats, mais on sait que depuis quelques heures déjà, Muhammadu Buhari a été réélu président du Nigeria, pays le plus peuplé de l'Afrique avec ses 190 millions d'habitants, avec 56% des voix selon les résultats définitifs communiqués par la commission électorale INEC mercredi matin. Le président sortant est déclaré vainqueur et est réélu, a officialisé le président de l'INEC, Mahmoud Yakoubou, mercredi à l'aube, sachant que la compilation des résultats avait mis fin au suspense dès mardi soir. Rodrigue Arrigo, pourquoi cet éternel recommencement après les proclamations des résultats? Il y a toujours ce hic de rejet des résultats des commissions, souvent qui s'occupent de ces élections. C'est parce que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et en bon africain. L'obsession du pouvoir est dans nos germes et pour les gens qui n'arrivent pas à contrôler cette obsession-là, ça conduit à poser un certain nombre d'actes qui finalement donnent raison à l'adversaire de contester un résultat, même si ce résultat est fiable. Nous ne nous faisons plus confiance sur le continent. C'est le grand problème. C'est le grand problème quand vous avez des présidents qui se comportent comme des gens qui ont le titre foncier de leurs États et qui déjà, dans leurs approches, laissent entrevoir, par exemple, un hold-up électoral. On ne peut que contester. On ne peut que contester. Est-ce qu'on peut parler, bien sûr, d'un hold-up au Nigeria quand on sait que... Non, écoutez, aussi est-il que lorsque vous organisez des élections, et que quelque part, on incendie les urnes, on brûle les bulletins, on va jusqu'à incendier des humains, comme quoi ils seraient porteurs de multiples bulletins, c'est une faillite pour vous qui êtes au pouvoir normalement. Parce que le défi aujourd'hui pour l'Afrique, c'est de parvenir à faire de ces rencontres électorales de véritables fêtes. C'est de cela qu'il s'agit. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Aussitôt bureau de vote fermé, aussitôt résultat, on connaît. Même si contestation il y a, c'est affaire de quelques secondes. Et les gens nous ont habitués dans ces pays que nous avons maladroitement l'habitude de copier, que le perdant appelle vite le gagnant pour le féliciter. Et ça passe comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, l'Afrique, regardez Buhari comment il a commencé. Des tractations pour mettre à l'écart un adversaire encombrant, comment dirais-je, des poursuites judiciaires enclenchées contre certains, et puis des perquisitions à n'en point parler, à n'en point finir, et puis patatras, on arrive, et quand vous vous comportez ainsi, c'est que l'adversaire comprend que vous êtes en train d'user de l'appareil de l'État pour aboutir à un fin, et comme nous sommes sur le continent, et que l'appétit ne disparaît jamais, les gens qui veulent être présidents à vie sont entreprenants, mais on en est là.
Et donc, bravo la contestation. Bravo la contestation. On ne peut pas l'écarter sur le continent pour l'heure. Basile Agbo, pour vous, c'est normal? Non, vous savez, on est habitué en Afrique à des contestations après les élections. Ça ne surprend plus, parce qu'on s'attend toujours à cela. Même avant les élections, on sait que quelqu'un se prépare déjà à contester et quelqu'un se prépare donc à gagner d'une façon pas très propre, parfois. Et donc, ce n'est plus une surprise en Afrique lorsque on parle de contestation d'élections. Oui. Et qu'aujourd'hui, Atikou se mette à clamer sur tous les fonds qu'il ne reconnaît pas le résultat des urnes. Je dis que c'est propre à l'Afrique. Même si, parfois, dans d'autres pays, par exemple les États-Unis, il y a eu une affaire de recompte des bulletins après une élection. On l'a vu. Mais ça n'est pas allé aussi loin avec ce qu'on peut appeler dans d'autres pays africains, par exemple ce qui s'est passé au Gabon avec Jean Ping et son colistaire, le président actuel. Mais de toutes les façons, on remarque qu'en Afrique, nous sommes habitués à ces contestations d'élections. C'est ce que Rodrigue est en train de dire tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, quand d'un côté, il y a certains qui veulent pérenniser au pouvoir, quelles que soient les conditions, quels que soient les problèmes qu'ils ont. Et, par exemple, on ne peut pas penser aujourd'hui qu'après le mandat que Bouhari a fait, et qu'il puisse aussi gagner de façon aussi rehaussée 56% des voix. Il a été beaucoup contesté pendant donc son mandat. Il a même eu à quitter le pouvoir pour aller se faire soigner pendant un long moment avant de revenir. Ben, on pourra penser... Est-ce que ce sont des raisons vraiment qui sont fondées à entacher quand même ce processus électoral? Quand on sait que le pays, on a 190 millions d'habitants, on suppose que ceux qui vont voter ne vont pas forcément se pencher. Il y a, quand on parle des élections en Afrique, il y a toujours ce côté-là, il vient de ma zone, on est de la même ethnie, tout ça là qu'on met. C'est ça la réalité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on constate au Nigeria, c'est que ceux qui ont beaucoup voté Bouhari, ce sont les Aoussa, les gens du nord et puis un peu du centre. Voilà. Et ceux qui donc s'identifient par rapport à lui, je crois que c'est un peu ça. Alors qu'on sait que le nord a une démographie beaucoup plus grande que dans le sud. Donc je crois que c'est ça qui a donné le résultat. Mais c'est le propre de l'Afrique, contester pour contester, je crois. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Un jour, je crois que ça va s'atténuer. Les élections seront beaucoup plus claires. Les gens vont danser, comme Rodrigue est en train de le dire tout à l'heure. Après les élections, on peut appeler donc son adversaire pour le féliciter. C'est vers ça que nous voulons tendre. Et je crois que nos prières feront un jour que nous aurons donc des situations comme celle-là. Et même si parfois, après avoir félicité, certains se plaisent donc à recontester les voix avant d'être dégagés donc par une armée de la CEDEAO, un peu de tout ça là, vous voyez. Donc je crois que nos prières au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on arrive en Afrique à ne plus assister à des contestations pour contestation des élections. À organiser des élections propres. Justement. L'élection qui s'était passée, bien sûr, au Nigeria, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est quand même une élection qui ne s'était pas bien passée, dans des bonnes conditions. Rodrigue, aujourd'hui, quand on sait que tout était bien parti, si on peut se permettre de le dire ainsi, et les résultats juste après, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter, douter des résultats annoncés par INEC? Non, vous savez, s'il n'y a pas de doute, il ne devrait pas y avoir contestation. S'il y a contestation, puisqu'on nous a habitués à tout ça. Non, on ne peut pas dire totalement que la personne en Afrique, conteste... on a vu le Sénégal, c'est également le même scénario là. Oui, mais quand vous parlez de l'Afrique, parlons avec l'élégance du Ghana, par exemple. Mais on a vu également autant de l'autre là, celui Nana Addo a battu Mahama. Aujourd'hui, Mahama se positionne comme candidat. Oui. Et on n'a jamais appris que Addo a voulu manipuler l'appareil de l'État pour empêcher Mahama d'être candidat. Qu'est-ce qu'on met concrètement dans la manipulation de l'appareil de l'État? La manipulation de l'appareil de l'État, c'est quand pour des raisons qui ne sont pas fondées, des raisons alambiquées, des raisons pas trop claires, on fait injonction à la justice, par exemple, de traquer un potentiel adversaire.
On l'a vu au Sénégal, par exemple, avec notre cher Macky Sall, qui sera forcément reconduit. Si on sait que ce que président sortant qui organise l'élection veut, c'est ce que la CENI veut, c'est ce que la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel valide. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour écarter, par exemple, Karim Wade? Parce qu'en Afrique aujourd'hui, est-ce qu'il faille véritablement parler de bien mal acquis? Un seul président peut-il lever le petit doigt pour dire mes milliards, je les ai acquis en travaillant? Non, est-ce qu'il y a un seul? Moi, j'en connais qui n'ont jamais travaillé, mais qui sont multimilliardaires en Afrique. Parce qu'ils sont présidents de la République, parce qu'ils ont été pour 2 ans ministres de la République, ou parce qu'ils ont été pour 6 mois ministres de la République. C'est ça qu'on appelle manipulation de l'appareil de l'État, parce que vous êtes en infraction, mais la loi qui frappe le pauvre ne vous frappe pas, tout simplement parce que vous êtes dans de bonnes grâces de entre-griffes président fondateur, si je dois prêter le mot à maman. Il y a des gens qui sont bien. Qu'est-ce que vous appelez travailler? Travailler, qu'est-ce qu'on met? Non, ce que je mets dans le travail. On a des hommes nous devons tous savoir que lorsque la loi prévoit la déclaration des biens, tout passe par là. Bon, si vous avez le courage... Non, écoutez, au Nigeria... On sait que le président actuel et Atiku Abubakar, ce sont 2 riches qui... Oui, et vous savez autant que moi que le Nigeria est un pays qui bat le record en termes de corruption. Ils sont tous des auteurs de malversations financières. Souvenez-vous de l'époque où Goodluck était au pouvoir et Buhari était candidat. Mais qu'est-ce qui n'a pas été chanté en son encontre? C'est pas un militaire qui, lorsqu'il était aux affaires, avait fait des affaires avec le pouvoir pour gagner des milliards. On a entre-temps parlé de vente d'armes, ou de commerce, si je peux placer proprement le terme, promesse d'armes, et commerce d'armes. Quand je dis, on ne peut pas servir l'État et être milliardaire, relisez ne serait-ce qu'au Togo, nos tests par exemple. Vous ne pouvez pas être dans l'administration et exercer une activité commerciale. Est-ce que vous savez ça? On le sait, mais oui. C'est pas quand même... Mais aujourd'hui, par exemple, qui sont les propriétaires des grands hôtels? Vous les connaissez? On parle du Nigeria. Non. L'Afrique a une paternité commune quand je parle de germes. Parce que nous ne pouvons pas écarter les réalités du Nigeria, les réalités du Togo. C'est assez triste. On va devoir marquer une pause et puis se retrouver pour la suite du débat dans Regard Croisé ce soir. On se dit à très vite.